Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Voici le sommaire. La France a-t-elle la bosse des maths ou doit-elle encore bosser les maths? Quoi qu'il en soit, le CNRS présente les résultats d'une grande consultation sur la place des mathématiques dans la société. Vous découvrirez les leviers que l'on peut imaginer pour rendre les maths plus accessibles et plus séduisantes, notamment au lycée. Nous accueillerons également un comédien et auteur d'une bande dessinée. Ça s'appelle L'enfant sans bougie et c'est un conte qui porte des messages universels et positifs sur la lumière que chacun d'entre nous doit faire rayonner au quotidien. Et puis dans sa chronique, Shirley Adélaïde nous emmène au Royaume-Uni où vous le verrez, la couverture d'un magazine a été récompensée. Shirley qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonsoir Shirley. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Allez, on ouvre ce journal avec le déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille aujourd'hui dans le cadre de son Tour de France sur la question des réseaux sociaux. Et le président de la République en a profité pour faire le point sur l'avancée du fameux plan Marseille en grand. Ce plan d'investissement à hauteur de 5 milliards d'euros annoncé en 2021 dans les domaines de la santé, l'éducation, l'emploi, la culture, les transports et la sécurité. Le président qui a inauguré un commissariat et l'extension du centre pénitentiaire des Baumettes était aussi très attendu sur la question de la lutte contre le narcotrafic. Les associations réclament plus de moyens comme Soraya qui accompagne les jeunes Marseillais. Elle était au micro de France Inter. C'est pas la peine de venir à Marseille s'ils n'ont pas de solution et s'ils ne mettent pas les moyens pour toutes les associations. On en a marre d'enterrer nos jeunes, on en a marre d'enterrer nos enfants. Il y en a marre de fleurir des tombes, on veut fleurir des jardins. Quant aux jeunes, ils réclament plus de moyens pour leurs centres sociaux. L'un d'entre eux a fermé récemment dans les quartiers nord. Une perte de repères considérable avec un risque à la clé. On écoute Imen, Lilia et Wassim au micro de France Inter. Au final, on s'est retrouvés à la rue. Quand on ne fait pas de sortie, quand on ne se retrouve pas parce qu'on n'a pas de local, on peut très bien virer dans le mal, rentrer dans le trafic, dans n'importe quel trafic, et je trouve ça dommage. En vrai, quand on dit ça commence jeune, la délinquance, tout ça, ça commence jeune, pourquoi? Parce qu'on a abandonné jeune. Donc au lieu de vouloir combattre la délinquance quand on est jeune, non, il faut nous accompagner quand on est jeune, et là, ça va changer. Moi, j'aimerais dire au président que venir nous promettre des choses, ça sert strictement à rien de le faire, c'est pour venir tous les mois nous promettre que ça va s'arranger, qu'il n'y aura plus de trafic. Et moi, je dis au président de se réveiller, de se bouger. Et en fait, nous, on cherche à avoir des personnes qui nous aident. Mais au final, il n'y a personne pour venir nous aider. Les jeunes Marseillais et Marseillaises qui ont aussi interpellé le président de la République sur le décrochage scolaire, autre porte d'entrée vers la délinquance. Et c'était probablement lié à ce déplacement à Marseille hier. Les assistants d'éducation, les AED, étaient en grève et aujourd'hui, la mobilisation des AED et des AESH était nationale. Deux professions très importantes au sein de l'éducation nationale, mais trop précarisées et trop méprisées selon les syndicats. Rémunération trop basse, trop d'élèves à suivre en même temps et pas de titularisation pour les AESH, donc les accompagnants des élèves en situation de handicap. C'est le deuxième métier de l'éducation nationale en termes de nombre d'agents. Beaucoup de CDD, pas d'accès automatique au CDI, ni de possibilité de mobilité pour les AED cette fois. Le témoignage de Juliette Pioli du SNES FSU à Marseille. Elle est assistante d'éducation au collège Jacques Prévert. On l'écoute. Les AED peuvent être en CDD pendant 6 ans sans aucune augmentation. Après 6 ans, on peut passer en CDI, il n'y a toujours pas d'augmentation de salaire. Donc là, on a des AED qui sont en CDI depuis 3 ans, ça y est, et qui n'ont toujours pas d'augmentation de salaire parce que la grille salariale n'est toujours pas sortie. Et les conditions de travail, c'est dans des établissements, des vies scolaires sous-dotés. Donc on se retrouve à être partout, au portail, aux heures de colle, en permanence, mais aussi maintenant à remplacer des profs puisqu'on manque de profs. Donc quand on manque de profs, qui on met? On met les AED. Moi, je suis pas prof, je passe pas de concours. C'est pas pour me retrouver à la place des profs et faire cours à la place des profs. Suite à cette grève, pas de déclaration d'Édouard Geffray, le ministre de l'Éducation nationale, qui, on le rappelle, affirmait fin octobre que 42 000 élèves en situation de handicap étaient toujours en attente d'un AESH. Direction l'Ain à présent, où un immeuble a explosé hier dans la commune de Trévoux. C'est à une trentaine de kilomètres au nord de Lyon. Un événement qui a fait 13 blessés et causé la mort de 2 enfants, 2 frères, âgés de 3 et 5 ans. C'est un bilan encore provisoire et c'est
vraisemblablement une fuite de gaz au rez-de-chaussée qui a provoqué une énorme déflagration dans cet immeuble de 4 étages qui hébergeait plusieurs familles. Les faits se sont déroulés hier, donc en fin d'après-midi. Les policiers et les secours étaient sur place cette nuit, la nuit dernière, et ce matin, d'autres investigations ont été menées pour s'assurer qu'il n'y avait personne d'autre sous les décombres. Clara a été évacuée en urgence. Elle témoignait ce matin au micro de France Inter. Je faisais à manger et d'un coup ça a explosé, ma porte d'entrée elle est tombée, les fenêtres ont explosé et on est allé dehors et il y avait l'appartement du bas qui était effondré et on entendait des cris. Les habitants de la commune se sont montrés solidaires vis-à-vis des sinistrés en leur apportant des couvertures, des vêtements, de la nourriture en attendant qu'ils soient relogés. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bourg-en-Bresse pour en savoir plus sur les causes de cette explosion. Dans la suite de l'actualité, en Normandie, à Rouen, l'ancien chef de la brigade des mineurs a été mis en examen et placé en détention provisoire. Annonce du parquet d'Évreux dans l'heure suite au témoignage de 2 jeunes filles. L'homme de 51 ans est suspecté d'avoir agressé sexuellement ces 2 adolescentes. Des images pédopornographiques ont été également découvertes dans son disque dur. Il a été interpellé par des enquêteurs de l'IGPN, l'Inspection générale de la police nationale. Allez, direction l'Allemagne maintenant, où les étudiants indiens sont de plus en plus nombreux. Et oui, en raison d'une dynamique encouragée par un accord de coopération économique entre les 2 pays. Entre 2015 et 2025, le nombre de citoyens indiens a triplé sur le sol allemand, passant de 86 000 à plus de 280 000, dont 50 000 étudiants actuellement. Des étudiants qui sont attirés par la qualité des universités ainsi que le niveau de vie en Allemagne. On évoquait hier sur ce plateau, pas avec moi, Lou, mais vous évoquiez la crise de la natalité en France, avec une natalité au plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme vous pouvez le voir sur ce graphique de l'INSEE. L'Allemagne aussi est confrontée au vieillissement de sa population et face à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Dans ce contexte, 50 000 étudiants indiens, c'est beaucoup. Ça représente un vivier de talents précieux pour la bonne santé de l'économie allemande. Et on termine avec l'éducation financière et notamment auprès des jeunes femmes. Et oui, car les femmes ont moins confiance en elles que les hommes sur ce sujet, moins de connaissances aussi. Mais il existe une association qui les aide sur ce chemin de l'émancipation financière à travers des ateliers et des suivis personnalisés. L'association ALBA accompagne en particulier des jeunes femmes de 15 à 25 ans issues des quartiers populaires. On les écoute au micro de France Inter. J'ai vraiment pas été élevée pour savoir comment gérer mon argent. Et je pense que l'approche que j'avais par rapport à l'argent et que j'ai toujours, c'est vraiment être dans la survie. Et donc j'aimerais bien me libérer de cette mentalité de survie et ne plus avoir peur de regarder mon compte en banque. Négocier un salaire, je sais que je serais incapable de le faire. Et ben on va en parler, ça. Tu penses que tu es vraiment incapable? J'aspire à être totalement indépendante de manière financière, en dehors d'une relation ou alors de mes parents, par ma propre personne, pouvoir subvenir à mes besoins. Je veux pouvoir gagner confortablement ma vie et je suis OK avec ça et je suis OK d'en parler. Équilibre du budget, stratégie d'investissement, négociation de salaire. Parmi les formatrices chez Alba, il y a tout de même une ancienne tradeuse. Donc voilà, si vous voulez avoir plus d'informations sur les programmes d'accompagnement ainsi que les intervenantes, il suffit d'aller sur le site internet alba-asso.com. Merci Shirley. Vous nous faites un petit teasing de votre chronique qu'on retrouve dans une trentaine de minutes. Donc on part au Royaume-Uni. On part au Royaume-Uni et il s'agit donc d'un reportage de journalistes britanniques au sujet de la vie que mènent les jeunes filles au Royaume-Uni. Voilà. Ça ressemble. Voilà. On était sur l'éducation financière, on ira donc au Royaume-Uni pour découvrir tout ça. Je vous propose maintenant de parler des mathématiques. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, et pour moi notamment, c'est synonyme de très mauvais souvenirs sur les bancs de l'école, mais justement le CNRS a lancé une grande consultation pour mieux comprendre pourquoi les maths avaient si mauvaise réputation et puis pour formuler aussi des propositions concrètes pour l'avenir. On va en parler tout de suite avec notre invité. J'ai le plaisir d'accueillir Christophe Delaunay. Bonsoir. Bonsoir. Directeur adjoint scientifique de l'Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions, qui est une entité du CNRS mathématiques. Oui. Pourquoi avoir lancé une consultation nationale sur les mathématiques et au lycée particulièrement ? Alors la consultation nationale était plus large que le lycée. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en 2023, on a organisé les Assises des mathématiques, qui ont permis de faire un bilan sur la discipline à tous les niveaux, recherche, enseignement. Mais on a touché essentiellement le monde académique, le monde politique et le monde socio-économique. Et là, on a voulu interroger les citoyennes et les citoyens sur la façon dont ils vivaient leurs mathématiques.
qu'ils avaient à nous en dire, ce qu'ils avaient comme besoin, comme envie. Et donc c'est de là qu'est née cette envie de faire cette consultation citoyenne qui était une démarche assez inédite de questionner les citoyennes et les citoyens sur une discipline scientifique particulière. Alors, qu'en disent-ils justement ces citoyens? Je le disais en introduction, ça rappelle quand même de très mauvais souvenirs pour beaucoup d'entre nous. J'en suis la preuve vivante puisque j'ai eu toute ma carrière 4 de moyenne en mathématiques. Ça n'est jamais rentré, ça n'a jamais voulu faire écho en moi et c'est le cas, je sais, de plein de gens. Donc, que vous ont dit les citoyens? Beaucoup de choses. D'abord, la consultation a été organisée autour de 3 dispositifs. Donc un questionnaire en ligne sur Internet pendant quelques mois, où il y a eu beaucoup de réponses, même si les gens n'étaient pas représentatifs de la société, il faut le dire. Nous avons aussi organisé des ateliers sur toute la France pour interroger les citoyennes et citoyens. Et puis nous avons fait 2 panels de citoyennes et de citoyens organisés sur 3 week-ends. Ils sont venus à Paris pour travailler pendant 3 week-ends. Un panel uniquement de femmes et un panel de personnes supposées être un peu éloignées des mathématiques, donc vivant dans des milieux ruraux ou des classes sociales défavorisées. Donc ce que nous ont dit les citoyens, c'est qu'ils ont confirmé un petit peu cet aspect de l'intimité aux maths, d'une relation intime aux mathématiques, soit... ils étaient fiers, un sentiment de fierté d'avoir réussi à faire des problèmes. Donc, il n'y a pas que des gens qui détestent les mathématiques. Soit effectivement des sentiments plus négatifs comme la peur, du stress, quelque chose qu'ils ont mal vécu certainement au moment de leur enseignement. Ouais. Donc ça, c'était un premier enseignement. Un deuxième enseignement a été que les gens ont bien une vision que les mathématiques sont un outil essentiel du quotidien et que c'est mieux de savoir les pratiquer que de ne pas savoir les pratiquer. Et un troisième enseignement qui a confirmé quelque chose qu'on sait très bien, mais qui a une forte perception des inégalités et des discriminations dans la thématique. Donc les inégalités de genre, on sait bien que les femmes déposent des freins sur l'accès des femmes aux mathématiques, mais aussi en fonction de la classe socio-professionnelle, les classes modestes ou les personnes qui vivent dans les territoires ruraux. Donc ça, c'est ce que nous ont dit les citoyens essentiellement. Il y a aussi un chiffre intéressant, 70% des sondés considèrent les mathématiques comme une matière, je cite, sélective, exigeante et rigide. Absolument. Ça n'a pas dû vous faire plaisir, vous qui êtes un matheux. Non, surtout que c'est un stéréotype. En fait, quand on fait des mathématiques et qu'on les vit positivement, on se rend compte que les mathématiques ont une forte dimension esthétique. Il y a du beau dans les mathématiques. Il y a du jeu aussi. Il y a du jeu dans les mathématiques, absolument. Il y a du jeu, il y a du beau, et c'est pas qu'une question de vrai ou de faux. Donc là, il y a quelque chose à déconstruire. C'est ça, parce que c'est vrai que pour beaucoup de gens, les mathématiques, c'est très binaire. Soit on a juste, soit on a faux. 1 + 1 = 2, ça n'a jamais fait 3. Et ça ne pourra pas faire 3, quoi qu'il en soit. Et c'est vrai que cette dimension-là rend peut-être cette matière un peu rigide. Et il y a toute cette image-là à déconstruire, mais qui nous vient de cinquantaines, voire centaines d'années. Tout à fait. D'enseignements très rigoristes. Oui. On pourrait prendre comme parallèle, en fait, dans les mathématiques, il y a des règles, d'accord ? Et c'est parce qu'il y a des règles que c'est intéressant. Si on fait un jeu sans règles, ça devient vite anarchique. C'est un peu comme la poésie. Quand on fait de la poésie, il y a des règles, il y a des vers et des alexandrins. Et dans la poésie, on voit directement le côté esthétique. Et dans les maths, c'est un peu pareil. En fait, les règles, comme vous dites, 1 + 1 = 2, oui, c'est une règle. Mais après, il faut utiliser ces règles pour construire quelque chose. Il y a vraiment une construction dans les mathématiques, une réflexion, et puis ce côté un petit peu de beauté dans certains résultats, dans certaines approches. Ouais. Mais c'est intéressant, je trouve, ce mot-là, une matière sélective. Ça veut dire qu'on a l'impression que cette matière nous choisit, nous, ou pas. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression qu'elle est extérieure à nous et que soit on l'embrasse, soit on est complètement extérieur. Alors là, il y a des études scientifiques très claires. Les mathématiques, c'est pas inné. Voilà. C'est pas quelque chose d'inné. On les apprend, ça vient et on peut les apprendre à tout âge. Mais effectivement, il y a quand même cette vision qui est juste, c'est que les mathématiques ouvrent et ferment des portes, notamment à l'orientation scolaire, et ce qui n'est pas du tout toujours pertinent. Donc là aussi, il y a quelque chose qu'il faut travailler. Mais justement, ce travail-là, est-ce qu'il va passer par repenser totalement la pédagogie autour de l'enseignement des mathématiques, qui est plus ou moins enseigné de la même manière aujourd'hui qu'il y a 30 ans à mon époque ou 50 ans ?
Oui, enfin, les programmes ont quand même relativement changé. Mais peut-être pas dans l'enseignement des profs, c'est ça que je veux dire, dans la façon de les transmettre. Alors, la consultation a été un petit peu éloignée de l'aspect scolaire, de l'aspect collège-lycée. Je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. D'abord, il faut désacraliser les mathématiques. Ça, c'est quelque chose qu'on veut faire dans la société, parce que ce sentiment des mathématiques vient aussi de la construction familiale. Bon, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais la façon dont vous pouvez interagir avec vos enfants. J'ai un fils qui est extrêmement fort en mathématiques, qui a 20 sur 20 à tous ses examens de mathématiques. Il a 9 ans. Bon, mais parfait. Et il est excellent. Et après, oui, certainement qu'il y a quelque chose aussi à faire. Les citoyennes et les citoyens ont demandé à ce que les mathématiques soient approchées avec des aspects plus concrets. Expliquer à quoi ça sert, quand est-ce qu'on peut l'utiliser. C'est ça, parce que j'allais justement vous poser cette question. On entend toujours les gens dire « oui, mais moi, le théorème de Pythagore, je ne m'en sers pas tous les jours. Moi, les fractions, je n'ai pas l'utilité tous les jours. Le rapporteur, l'équerre, bon, ce n'est pas des instruments, effectivement, du quotidien. Néanmoins, effectivement, dans l'étude, vous essayez de faire passer ce message selon lequel les maths, c'est aussi la vie de tous les jours et qu'il faut savoir juste le repérer et savoir en jouer aussi. Oui, c'est tout à fait ça. Et les mathématiques sont un outil. C'est un outil extrêmement efficace. On n'est pas obligé d'en faire. Je veux dire, on peut construire les premiers avions. Je ne suis pas professionnel, enfin spécialiste de l'histoire de l'aviation, mais j'imagine que les premiers avions ont été construits un petit peu au doigt mouillé et ils ont volé. En revanche, si on veut faire un A389, peut-être c'est mieux d'avoir des outils mathématiques derrière pour économiser fortement à la construction. Donc, les mathématiques, elles servent à tous les jours et on s'en sert sans forcément s'en rendre compte. Si on fait de la cuisine, on va faire des conversions, c'est de la règle de la proportionnalité, donc c'est bien de les utiliser. Si on fait des travaux, peut-être que des notions de géométrie sont les bienvenues et sont utiles. Le théorème de Pythagore, le 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré, donne un instrument extrêmement utile pour faire des angles droits, par exemple. Si on joue, aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeux innovants. Si vous mettez un peu de probabilité ou de statistiques dans les jeux, des fois, ça améliore un petit peu, disons, l'intérêt du jeu. On peut jouer aux échecs sans réfléchir. Si on réfléchit, ça donne une meilleure dimension. Et même dans les jeux vidéo, maintenant, de plus en plus, on essaye de faire rentrer un petit peu plus de maths, ou en tout cas d'expliquer que les maths peuvent aider aussi à gagner en ligne sur des jeux. Alors ça, je ne suis pas spécialiste. En revanche, ce que je sais, c'est que dans les jeux vidéo, dans leur conception, il y a beaucoup de maths. C'est ça. Ne serait-ce que les images, les contours, les superficies, les pixels, etc. C'est beaucoup de maths qui sont derrière. Et vous en parliez tout à l'heure, et je voulais gratter un petit peu là-dessus avec vous, d'année en année. C'est vrai que les jeunes femmes se sont détournées des filières scientifiques, alors détournées d'elles-mêmes, mais aussi parce qu'elles se sentaient assez peu accueillies dans ce monde très masculin. Comment ça s'explique selon vous ? Alors ça s'explique uniquement par des raisons de biais et de stéréotypes. Voilà, la société construit tout un cheminement qui fait que les jeunes filles à l'école primaire, ça commence déjà à l'école primaire ou au collège, n'estiment pas que l'image d'une femme est associée aux disciplines scientifiques. Alors que les femmes scientifiques ont changé le monde. Absolument. Marie Curie en premier, mais celle aussi qui travaillait à la NASA, les premières femmes noires à travailler à la NASA, etc., dont il y a eu un film également. Il y a plein de femmes scientifiques qui ont changé le monde. Il y a plein de femmes scientifiques qui ont changé le monde et qui ont des noms très très célèbres, mais il y a aussi plein de femmes mathématiciennes. Qui sont mathématiciennes comme tout à chacun, comme des mathématiciens, et voilà. Mais il y en a moins. Et donc, il y a deux aspects, c'est qu'il manque de femmes dans les filières scientifiques, et notamment en mathématiques. Donc, ce que je dis, il y a ces stéréotypes qui empêchent les femmes, qui font que la société empêche les femmes de s'orienter vers ces matières scientifiques. Après, il y a des biais de genre dans la sélection. Quand nous, on évalue des dossiers, on est biaisé par notre histoire, et du coup, on va évaluer de façon différente les dossiers des femmes, et ce qui va également être un frein à leur accès aux mathématiques. Et en plus, une fois qu'elles rentrent dans le monde des mathématiques ou des sciences, elles sont dans un milieu d'hommes qui n'est pas forcément bienveillant, et donc elles doivent aussi affronter des syndromes d'imposture plus fortement aux femmes qu'aux hommes.
Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de travail à faire sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, le gouvernement, depuis plusieurs années, a pris les choses en main en communiquant largement sur le fait que les jeunes femmes aussi, bien sûr, mais devrait être une évidence pour tout le monde, bien sûr, peuvent aller au lycée dans des filières scientifiques, également, bien sûr, à l'université ou dans des grandes écoles. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, selon vous, de plus pour enfin leur dire qu'elles ont leur place ? Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Il y a eu plusieurs rapports, le rapport du Sénat, de l'IGF et de l'IGESR, le plan Borne. On sait, on ne sait pas tout, mais je veux dire, il y a quand même des éléments qui font qu'il faut certainement former les professeurs et les professeurs des écoles, parce que le biais arrive très tôt. Les filles et les garçons arrivent en CP avec un niveau comparable en maths. Et au bout de 6 mois, il y a déjà une différence qui s'opère. Au CP déjà ? Au CP déjà, ça c'est très bien documenté. Et ça c'est très important de le dire parce que, et je voudrais bien le dire clairement, il n'y a aucune différence dans le cerveau des filles et des garçons qui explique cette différence mathématique. La différence dans les sciences ne vient que des stéréotypes et des biais. Et donc voilà, dès le CP, à l'école primaire, on commence déjà à rentrer dans ces biais, dans ces stéréotypes. Ça se poursuit jusqu'à la fin. Donc il y a une formation à faire, de changer de vocabulaire. Bon, moi j'ai des filles, j'ai une fille notamment, j'ai dû signer son cahier du jour ce week-end. Et elle avait un tampon bravo champion. Voilà. Bon, peut-être que ça serait bien d'avoir aussi des tampons bravo championne. Bah oui. On a fait le constat sur ce que cette consultation nous a appris et puis bien d'autres choses également. Mais suite justement à cette étude, vous avez formulé des propositions. Est-ce qu'on peut en lister quelques-unes, celles en tout cas qui vous semblent les plus marquantes, les plus importantes ? Alors, on a formulé 3 pistes. 3 pistes pour l'avenir. Alors, les actions ne sont pas tout à fait claires et encore parce que on veut les construire avec des partenaires. On ne va pas les construire seuls. À l'INSPI, on est un petit institut. Et on pense que la problématique est totalement nationale. On est un institut national et on doit aller comme ça sur le terrain avec les partenaires. Donc le premier axe, c'est, comme je le disais tout à l'heure, désacraliser les mathématiques. Il faut que les mathématiques soient vues comme une discipline normale. Il faut casser ce lien supposé entre mathématiques et intelligence. Donc il y a cette question de déconstruction de cette sacralisation. Notamment aussi, il y a quelque chose qu'on doit faire et que les citoyennes et citoyens ont demandé, c'est faire des formations pour adultes. C'est-à-dire que souvent, les adultes, les citoyennes et citoyens qui ont été interrogés dans cette consultation, ont regretté d'avoir loupé le coche, d'avoir pas compris l'intérêt des mathématiques quand ces personnes étaient à l'école. Et du coup, on fait le vœu, même chez les personnes qui ne sont pas à l'aise, de pouvoir avoir de la formation à l'âge adulte, soit pour aider leurs enfants, pour être mieux armés dans la vie quotidienne ou dans leur vie professionnelle. Et puis c'est vrai que quand on grandit ou quand on vieillit, on se dit que le cerveau a peut-être un peu plus mûri et qu'il est peut-être un peu plus en état d'accueillir toute la complexité, ce qui n'était peut-être pas le cas quand on était au lycée ou au collège. Ça, je ne pourrais pas dire. Je ne pourrais pas dire. Comme je disais tout à l'heure, les mathématiques ne sont pas innées et on peut les pratiquer à tout âge et commencer à les enseigner à tout âge. Le deuxième axe, c'est évidemment renforcer toutes nos actions pour l'inclusion, l'inclusivité, que ce soit l'accès des mathématiques aux femmes, mais aussi l'accès des mathématiques aux classes modestes et éloignées des territoires ruraux. Donc là, on a déjà beaucoup d'actions. On va dans les lycées, on va dans les collèges, on va dans les licences. On essaye de... Voilà. Et puis, il y a ces plans de formation aussi pour les enseignants du primaire. Mais il faut aller certainement plus loin. Ouais. Voilà, donc, et ça, c'est quelque chose qui est important. Alors ça, c'est un enseignement que je trouve très intéressant de la consultation. Désolé, je fais une... Non, mais je vous en prie. C'est que jusqu'à présent, il y avait ces rapports qui existent, ce plan Borne, mais ces actions, et ces recommandations viennent du monde spécialisé. C'est le monde politique ou des professionnels, des scientifiques. Et là, les recommandations viennent des citoyennes et des citoyens eux-mêmes, qui font le même constat et qui disent « il faut faire quelque chose, il faut arrêter ces discriminations » et qui formulent des recommandations très similaires. Donc ça, c'est fort, je trouve, parce que les consultations citoyennes, c'est un nouvel élan démocratique, d'expression démocratique. Et là, on a clairement une expression qui dit « non, il faut aller vers une égalité pour les mathématiques ». Et puis le troisième accès, c'est aussi renforcer ce qu'on appelle la culture mathématique. Alors c'est vrai que dans les grandes villes, il y a des musées mathématiques, un musée mathématique à l'Institut Henri Poincaré par exemple, mais on a du mal certainement à toucher les territoires un petit peu éloignés,
des médiathèques, peut-être former aussi les personnels dans les périscolaires pour faire des mathématiques, peut-être aussi accompagner des jeux ou des séquences mathématiques en famille, ça a aussi été demandé. C'est ce que j'allais vous dire, en fait ça marchera que si les mathématiques deviennent enfin, entre guillemets, ludiques. Et parce que rien que le mot maintenant est tellement connoté négativement que peut-être même qu'il faudra trouver une autre façon de l'appeler. Mais c'est vrai que plus on le rend ludique, plus on le rend familial, plus on le rend concret, sensitif, émotionnel, palpable, et plus on va réussir à aller vers votre objectif. C'est ça, alors il faut pas... les mathématiques doivent rester quelque chose... de garder leur dimension esthétique, mais dans un sens positif. Et ce que vous dites rejoint tout à fait une des recommandations du panel mixte, des personnes d'un des deux panels, qui disaient ça serait bien de faire des actions, de diffusion dans des lieux, mais ne pas appeler ça mathématiques. Et oui. Et l'expliquer juste après qu'on vient de faire des mathématiques. Donc voilà. Bon, ça c'est un sujet qui va être difficile, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est intéressant que ce soit ressorti. Christophe Besse, qui est le directeur du CNRS Mathématiques, dit, je le cite, « Les mathématiques sont un bien commun ». Qu'est-ce qu'il entend par là ? C'est un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est-à-dire que les mathématiques sont un outil extrêmement puissant d'émancipation, de compréhension du monde dans lequel on vit. Quand on a interrogé les citoyennes et les citoyens, on a vu des gens qui étaient en difficulté parce qu'ils pensaient qu'il y avait une erreur sur leur bulletin de salaire, mais ne pouvaient pas aller plus loin que ça. Des gens qui avaient honte de faire des calculs, de peur de se tromper. Et donc aussi de mal interpréter des statistiques. On voit bien, il y a des sondages qui sont faits. Normalement, les journalistes devraient obligatoirement mettre les marges de confiance quand ils donnent un sondage. Il y avait un jeune que j'interrogeais à la mission locale de Besançon et qui disait et en fait moi je fais des films, il faisait des films et puis il avait vu quelque part que pour faire les mouvements de caméra il fallait suivre certaines courbes mathématiques. Donc il avait repris ses cours pour trouver les paraboles, les hyperboles. Au cinéma, normalement, c'est 25 images par seconde. Donc rien que déjà là-dessus, on est dans des maths, entre guillemets. Donc oui, effectivement, même le cinéma et les angles, les axes, etc., on y est. Ouais. Donc les mathématiques sont partout et on peut se les approprier. Et quand on se les approprie, c'est l'outil, le service que rendent les mathématiques sont vraiment un outil très très puissant. Ouais. Et aujourd'hui, il n'y a pas une technologie qui sort sans qu'il y ait des mathématiques fortes derrière. Et il y a un autre aspect, j'en reviens parce que je parlais de cette personne qui avait honte de se tromper, et peut-être ça c'est quelque chose d'important, mais c'est qu'il faut aussi voir que l'erreur en mathématiques est quelque chose de positif, c'est pas quelque chose de négatif. Quand on fait de la recherche en mathématiques, le nombre de fois où on se trompe est hallucinant. On disait quelqu'un à une remise de médaille, la réussite est une erreur manquée en fait. C'est joli. C'est joli. C'est très joli. Il faut bien comprendre que l'erreur en mathématiques, c'est crucial pour comprendre et avancer. Oui, parce qu'une fois qu'on ne s'arrête pas à l'erreur, on ne pose pas le stylo et c'est fini. On continue de chercher. C'est ça. Et on comprend l'erreur et en comprenant l'erreur, on avance. C'est comme ça qu'on avance dans sa compréhension des maths. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christophe Delaunay. Vous nous avez fait aimer les maths aujourd'hui. Bravo, vous êtes directeur adjoint scientifique de l'Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions. Et on peut retrouver peut-être cette consultation en ligne quelque part si on veut la regarder. Oui, allez sur tout à fait. Tout est en ligne, tous les documents sont en ligne. Et il y a la remise officielle de la consultation qui a été faite au Sénat il y a une semaine. Et on est en train de faire les montages en fait. Donc sur le site du CNRS ? Sur le site de l'INSMI, oui. De l'INSMI, oui, qui est CNRS Mathématiques. Merci beaucoup encore d'avoir été avec nous. Allez, on marque une courte pause, le temps de se remettre de nos émotions, bien sûr, et puis on revient tout de suite. De retour dans le grand JT de l'éducation pour vous présenter une histoire pour enfants qui porte beaucoup de messages universels et positifs sur la lumière que chacun peut apporter au monde. J'accueille Kevin Garnichat. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes acteur, on vous retrouve notamment à l'affiche de la nouvelle série française Belphégor, diffusée sur HBO Max. Bravo déjà pour ça. Et puis vous êtes donc dans cette série aux côtés de Vincent Elbaz, Chérine Boutella, Horatika entre autres, et vous êtes l'auteur
surtout. C'est pour ça que vous êtes là, de l'enfant sans bougie aux éditions Glénat Jeunesse. On va parler évidemment de cet ouvrage dans quelques instants, mais un petit mot sur votre parcours peut-être. Oui, alors effectivement, je suis comédien de formation. Je suis passé notamment par le Conservatoire national de Paris, de théâtre. Voilà, et en parallèle de ça, j'écris depuis plusieurs années maintenant. Alors là, un conte pour enfants, j'ai écrit aussi une pièce de théâtre, plusieurs courts-métrages. Je vais d'ailleurs en réaliser un prochainement, là. Voilà, donc j'essaye d'avoir plusieurs cordes à mon arc et avec cette histoire en commun de raconter des histoires, soit en tant que comédien, en tant que metteur en scène, de réalisateur ou d'auteur. Et là, justement, avec cette histoire-là, je crois qu'il est question d'un voyage. C'est là un petit peu que tout a commencé. Oui, c'est de là que m'est venue l'idée. Je pars assez régulièrement avec mon sac à dos tout seul, en prenant un billet aller et un billet retour, sans trop savoir ce qui va se passer en laissant mon portable chez moi et en partant à l'aventure comme ça. Et cette histoire m'est venue il y a 10 ans, je l'ai écrite il y a 10 ans, lors d'un voyage où j'avais cette sensation un peu étrange d'être moins heureux qu'avant, d'avoir perdu la flamme. Et j'ai essayé de tirer un peu le fil de cette métaphore et de me dire, c'est marrant, la flamme intérieure, déclarer sa flamme, brûler la chandelle par les deux bouts. Voilà, donc j'ai essayé d'imaginer une métaphore, un royaume où, avant l'apparition du jour où chaque enfant naissait avec une petite bougie qu'il devait protéger autant qu'il le pouvait, puisque c'était la seule manière de s'éclairer et d'être vu dans le noir. Voilà, justement, vous avez commencé à nous pitcher un petit peu l'histoire, mais sans tout nous dévoiler. Effectivement, il y a un enfant qui naît dans un royaume où chacun a sa bougie, et lui, cet enfant, naît sans bougie. Il n'en a pas, évidemment, comme dans beaucoup d'histoires, j'ai envie de dire, il y a un élément déclencheur, et cet élément déclencheur est effectivement celui-ci. Alors, pour appuyer encore plus les choses, c'est le prince, c'est le fils du roi qui naît sans bougie. Donc ça parle aussi évidemment de la différence, de l'acceptation d'autrui et cette différence qui fait aussi notre force, voilà, qui amène à chacun une autre vision du monde et qui parfois élargit notre environnement et nos pensées. Alors, on ne va pas révéler, mais effectivement, le prince naît sans bougie, donc le roi a tendance plutôt à le rejeter, à l'envoyer loin, loin, loin du royaume, parce que quelle honte d'avoir un fils, finalement, qui n'a pas de bougie. Et puis, on s'arrête là, parce qu'on ne dit pas, évidemment, ce qui va se passer après. Mais néanmoins, pour l'avoir lu, on est un peu à mi-chemin entre le mythe de la caverne de Platon et le Petit Prince de Saint-Exupéry. Quels sont les grands messages que vous avez voulu nous transmettre à travers cette BD ? Oui, déjà, les deux références que vous citez sont évidemment des modèles que j'avais en tête, consciemment ou inconsciemment. Le mythe de la caverne est finalement assez proche, effectivement. Alors, on rappelle peut-être le mythe de la caverne. Platon, évidemment, ce sont des gens qui sont dans une caverne et qui voient l'extérieur à travers les ombres. Oui, c'est ça. Ils pensent que la réalité sont les ombres qu'ils voient sur la paroi avec un feu. Là encore, un feu, voilà, qui est je vais mal le raconter, mais voilà, ils pensent que c'est cette réalité-là. Et puis, d'autres personnes sortent de cette caverne et voient une autre forme de réalité en leur disant mais la réalité c'est dehors, venez avec moi, vous verrez. Alors c'est un petit peu un parallèle avec l'histoire que j'ai écrite effectivement. Et je ne me rappelle plus bien votre question. Non, mais la question c'était les messages que vous avez voulu nous transmettre à travers. En fait, je l'ai écrit un peu au fur et à mesure, voilà, en essayant d'imaginer cette histoire-là et de voir où est-ce que ça finissait. Alors effectivement, il ne faut pas trop spoiler ou divulgacher la fin, comme on dit, mais l'idée du vivre ensemble, de la différence et de la force que ça peut apporter. La filiation aussi, c'est quelque chose de très important. Le deuil, enfin la mort, puisqu'il y a aussi question d'une mort, de comment on se remet de ça avec les gens qui nous entourent aussi et qui nous aident. Voilà. On va faire un peu de psychanalyse. Est-ce que cet enfant, c'est pas vous, tout simplement ? Et peut-être bien, Parce que cet enfant qui naît finalement sans bougie, c'est vous, là où vous étiez pendant ce voyage, sec, sans feu intérieur, avec tous ces questionnements, et puis finalement vous avez réussi à rallumer. Eh ben alors je vais vous dire ça va encore plus loin que ça, puisque du coup dans cet album j'ai fait une adaptation sonore, donc je raconte l'histoire avec une musique qui a été créée spécialement pour l'occasion. Et donc comme vous l'avez dit, il y a un enfant qui naît,
Et j'ai eu un enfant il y a de ça 6 mois maintenant, et j'ai enregistré ses premiers rires et pleurs. Et donc ce sont ces rires et ces pleurs qu'on entend dans cette histoire. Et cet enfant dans ma vie m'a ramené beaucoup de joie, évidemment, et beaucoup de lumière. Et vous avez un visage pas trop fatigué pour un jeune papa. Mais pourtant, je peux vous dire que je le suis. Mais écoutez, c'est pas ça. Ça doit être la lumière. Alors. Mais voilà, donc c'est comme si je m'étais écrit une prémonition. Voilà, c'était pas mal. Ça parle, on l'a dit aussi, du rejet, mais plus que ça, c'est l'importance d'être singulier et d'être aussi à l'attention des autres. Moi, c'est ça que j'ai retenu. C'est vrai, c'est la singularité, la force de la singularité. Et de ce qu'on peut apporter. Alors là, c'est un château, un royaume, donc au monde, quoi. Voilà ce que notre singularité, notre différence peut être transformée en force. Parce que le roi, il est totalement désemparé devant cet enfant sans bougie, puisque tout le monde a une bougie, et au lieu de l'accepter comme il est, finalement, il décide vraiment de le rejeter. D'ailleurs, c'est le cas dans beaucoup de contes. Mais oui, c'est ça, bien sûr, le vilain petit canard, donc on peut aussi le citer en référence. Oui, il y a Blanche-Neige aussi qui est rejetée parce qu'elle est trop belle par rapport à... Donc on a effectivement tout ça, et c'est l'importance d'être singulier, et ce que chacun, évidemment, apporte dans sa singularité. Non, voilà, c'est ce folklore des contes que j'ai voulu reprendre avec la personne du roi, de la reine, du château, du royaume, et puis de cette forêt un peu mystérieuse, du noir, de la peur qu'on peut avoir de l'inconnu. C'est ça aussi, je pense, dont j'ai voulu parler, la peur de l'inconnu. Il y a un autre message, vous allez me dire si j'ai bien compris en le lisant, mais c'est un petit peu, on porte tous une lumière, et si on les associe, si on commence en fait à rayonner tous les uns à côté des autres, ça peut changer le monde, en fait, tout simplement. Et on peut voir les choses différemment, donc c'est un message d'espoir quand même assez intense aussi. Exactement, oui, le vivre ensemble, mettre en commun... j'allais dire presque nos connaissances, notre joie aussi. Il y a aussi cette idée-là de mettre ensemble nos qualités qui peuvent amener de la lumière autour de nous, et nous éclairer dans tous les sens du terme. On parle un peu de l'illustratrice. Illustrateur, pardon, on lui fait un petit big up. Oui, Alyosha Gouverneur, qui est très talentueux, qui est là maintenant depuis quelques années, qui fait que de monter, et j'espère que ça va continuer comme ça. De quelle manière vous avez travaillé ces dessins ? Alors c'était très intéressant parce que avant d'être en contact avec Glénat Jeunesse, j'avais fait quelques essais avec des copains illustrateurs, 3 différents, et qui m'avaient chacun fait des propositions d'illustration très différentes. Très belles, très, très bien, et ça m'a fait aussi prendre conscience de me dire qu'est-ce que j'imagine véritablement ? Parce que, évidemment, quand on écrit un château, on a un château en tête, mais quand on doit vraiment penser à un château, à quoi il ressemble ? Et sachant que je ne sais pas du tout dessiner, comment on l'explique à quelqu'un ? C'est ça qui était très difficile à faire. Et du coup, j'ai pris la décision de laisser Alyosha s'exprimer assez pleinement, puisque c'est aussi son métier et sa passion et son imagination. Et c'est une collaboration, évidemment, donc c'est lui qui m'a amené son univers. Moi, j'avais des mots et je l'aiguillais par-ci, par-là, mais c'était évidemment lui qui... Parce que j'ai quand même reconnu humblement, dans son trait, il y a un peu du Petit Prince quand même. Oui. Alors peut-être qu'il s'est aussi un peu inspiré de ma couleur de cheveux pour créer ce personnage-là, mais oui, je crois qu'il s'est inspiré un peu de ça. Alors il y a le château est un peu art nouveau, de ces inspirations-là, un peu Klimt aussi. Donc il a pensé un peu à ça, au côté bougie, au côté flamme. Donc les sortes de petites vagues, des volutes de fumée pour dessiner à la fois ses personnages et l'architecture du château qu'il imaginait. Voilà. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une version audio. Oui, tout à fait. Où est-ce qu'on peut la trouver ? Sur chaque bouquin. Sur chaque bouquin, il y a un QR code qu'on peut scanner, et donc on m'entend raconter l'histoire avec cette musique qui a été créée par Vincent Blaviel aussi, qui est magnifique, et que j'écoute encore et encore, et qui me procure vraiment des frissons, qui est quasiment une musique cinématographique, je trouve, qui transporte. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Voilà, précisons-le. Exactement, ça ne coûte rien de plus. Donc c'est un petit plus que
je suis très content à laquelle je suis très content d'avoir participé. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Kevin Garnichat, acteur et auteur donc de L'Enfant sans bougie. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes également, pour toutes celles et ceux qui voudraient le voir en vrai, jouer des personnages. Vous êtes à l'affiche de la nouvelle série française diffusée sur HBO Max, Belphégor. Donc on est sur un remix de ces fameux films et séries voilà, légendaires, qui est donc disponible depuis le 11 décembre. Oui, c'est ça. Voilà. Tout juste, voilà. Super. Merci beaucoup et à très bientôt. En tout cas, si vous avez une autre œuvre à nous présenter, ce sera avec grand plaisir. Merci. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Shirley Adélaïde et on part au Royaume-Uni, les amis. Shirley, God Save the King. Voilà, c'est un petit peu le mantra de votre chronique aujourd'hui. Vous nous parlez d'une couverture de magazine qui a remporté un prix donc chez nos voisins britanniques. Oui, c'était fin novembre, avait lieu donc The BSME Awards, c'est l'équivalent des Oscars pour les magazines si vous ne connaissiez pas Loïc, et tout cela donc au Royaume-Uni. À cette occasion, les meilleurs éditeurs, directeurs artistiques, équipes éditoriales sont récompensés par la British Society of the Magazine Editors. Et parmi tous ces prix qui ont été donc remis, il y a celui de la couverture de l'année. En 2025, ce qui est intéressant de constater, c'est celui qui a remporté tous les suffrages. C'est celui-ci du magazine Lifestyle Stylist, avec ce titre tout en bas, What It's Like to Be a Girl in 2025, autrement dit, à quoi ressemble la vie d'une jeune fille en 2025. C'était le numéro du mois de mars, avec à l'intérieur un grand reportage de journalistes de la rédaction qui ont passé plusieurs semaines à sillonner le Royaume-Uni, de l'Angleterre au Pays de Galles, pour aller interroger les jeunes filles britanniques âgées de 9 à 17 ans. Alors, qu'est-ce qu'elles nous ont dit justement sur leur vie quotidienne ? Eh ben, ça tourne beaucoup autour des réseaux sociaux, du téléphone, des standards de beauté très difficiles à atteindre. L'article commence par décrire la routine matinale d'une adolescente lambda au Royaume-Uni. Alors d'abord, elle scrolle, elle tombe sur des contenus qui parlent de Pick Me Girl. Vous savez ce que c'est, Loïc ? Les Pick Me Girl ? Ouais. Pas du tout. Eh ben, c'est la fille qui attend d'être choisie par un garçon et qui oriente tout son comportement, ses actions dans cette direction. Comme au Moyen-Âge, quoi, un petit peu. Ben, c'est très actuel, hein, toujours. Eh ben oui, toujours, malheureusement. Ben oui. Le scrolling du matin amène cette jeune fille également à des explications sur le body count, un autre anglicisme, hein, mais c'est le nombre de garçons avec lesquels une jeune fille est sortie dans sa vie. Et plus il est élevé, eh bien, plus les influenceurs masculinistes vous clouent au pilori, parce que ça veut dire que vous êtes une mauvaise fille. Sinon, ce sera les recettes minceurs à la mode. Et au milieu de tout ça, il y a un inconnu au bataillon qui va vous demander s'il peut vous envoyer une photo. Et une fois que vous l'aurez bloqué, cet énergumène, place aux 12 000 étapes de la skincare pour prendre soin de sa peau. Donc. Alors, il ressort au moins deux choses importantes de ce reportage. Et en premier lieu, l'idée que ces jeunes filles vivent dans deux réalités parallèles. Oui, exactement. Alors, avec d'un côté la normalité, chaque paragraphe du reportage commence avec quelques lignes sur les passions et les rêves de celles qui ont été interviewées. Et puis, on poursuit la lecture. Et là, on va tomber sur les angoisses et les histoires de chacune liées au harcèlement en ligne et à ce qui se dit globalement sur les réseaux sociaux. Par exemple, celui-ci, Siobhan, 13 ans. Plus tard, elle veut devenir écrivaine de fiction pour les femmes. Elle se sent profondément triste à chaque fois qu'elle tombe sur des commentaires haineux demandant à des jeunes filles, désolée pour la violence, mais de se suicider. Ensuite, il y a Dion, 15 ans. Elle aime danser, elle rêve de monter sur scène. Et ce qu'elle a vécu, ça tient du cauchemar. Il y a un garçon qui a filmé sous sa jupe sans consentement, évidemment. Et la vidéo a tourné dans tout le bahut. Et vous imaginez un peu la honte qu'elle a ressentie. Dernier exemple, Poppy, 16 ans. Elle joue de la guitare classique et chante dans une chorale. Elle a conscience que les garçons souffrent du célibat, mais elle voit pas en quoi les filles seraient à blâmer pour tout cela. Et elle est complètement dépitée quand elle voit tous les garçons de son âge reposter, partager les contenus de Donald Trump et d'Andrew Tate, l'influenceur masculiniste. Tout cela sans arrêt. Et la deuxième chose qui ressort de ce reportage, c'est à quel point le sexisme et les stéréotypes de genre continuent de peser lourdement sur ces jeunes filles. Oui, et ce, pendant la journée, et puis après, quand elles rentrent chez elles le soir. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les réseaux sociaux sont un peu cette antenne relais d'un monde extérieur absolument misogyne et hostile. Et donc, les adolescentes n'ont aucun répit, à tel point que les journalistes dans l'article se demandent si les combats féministes ont servi. Ont-ils, ces combats, protégé la génération suivante du sexisme, écrivent
cheftel, de la misogynie, des standards impossibles à atteindre, ou, comme c'est notre plus grande crainte, est-il en réalité de plus en plus difficile de grandir en tant que fille au Royaume-Uni ? Fin de citation. Alors, selon une étude, Loïc, menée par le Girl Guiding UK, le nombre de filles qui se sentent en insécurité à cause du sexisme ambiant a plus que doublé en 10 ans. Il est de 47% aujourd'hui au Royaume-Uni, donc. Mais en même temps, les choses ne sont jamais simples. Ce téléphone, il calme des angoisses pour certaines adolescentes qui y sont très ou trop attachées. Pour preuve, ce témoignage qu'on peut lire aussi, Hazel, 10 ans, qui dit « Un téléphone, c'est comme un enfant pour nous, ce sont nos bébés, on les adore. J'ai de l'anxiété sociale et ça me rassure d'avoir mon téléphone avec moi. » À 10 ans, c'est un tout petit peu tôt, si je puis me permettre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça? On peut placer quelques espoirs dans les politiques publiques en matière de prévention, de lutte contre les VSS en ligne et puis en vrai. D'ailleurs, la secrétaire d'État à l'éducation au Royaume-Uni, Bridget Phillipson du Parti travailliste, a lu l'article de Stylist. Elle a réagi. Chaque jeune fille de ce pays mérite de se sentir en sécurité et respectée. Nous traitons la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles comme une urgence nationale et nous mettons tout en œuvre pour y parvenir. On l'espère. Sinon, il nous reste encore l'art pour faire réfléchir le monde et il ne faut pas le sous-estimer quand on voit l'écho qu'a eu Adolescente, cette mini-série britannique réalisée par Stephen Graham et diffusée sur Netflix au début de l'année. L'histoire, je la rappelle, tout le monde en a entendu parler, d'un adolescent de 13 ans qui a tué une de ses camarades. Cette série, elle a suscité un vrai débat de société sur l'influence des discours masculinistes et sur les réseaux sociaux et des réseaux sociaux sur les garçons. Son créateur compte d'ailleurs continuer à alerter les consciences. Il a prévu de sortir un livre à l'automne prochain intitulé Letters to Our Sons, un projet épistolaire qui réunira des lettres de papa du monde entier au sujet de leur expérience de la masculinité. Ce projet, l'auteur et réalisateur le mènera de front avec sa femme, Orly Klein. Et dans une vidéo qu'ils ont postée récemment, comme vous pouvez le voir à l'image, ils s'adressent directement à ces papas. Ils leur disent qu'ils peuvent écrire des lettres à leur fils. Ça peut être à propos de n'importe quel sujet, des lettres drôles, émouvantes ou tristes, peu importe quel type aussi de papa vous êtes, peu importe à quel point vous êtes à l'aise avec la plume, tout simplement. Pas besoin d'être un grand écrivain, il s'agit simplement d'écrire avec honnêteté et vous pouvez le faire de manière anonyme. Donc, c'est très très intéressant, je pense que vous m'avez convaincu. Ouais. Ça me donne très envie d'écrire, effectivement, vu que c'est du monde entier, on est d'accord. Allez-y, oui. Parfait, on attend donc novembre 2026 pour lire toutes ces lettres, puisque c'est à ce moment-là qu'on pourra découvrir tout ça. Merci beaucoup Shirley. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Vous avez dans votre beau studio une salle Nicolas de Condorcet. Absolument. Et Nicolas de Condorcet a écrit des textes extraordinaires sur la pratique chorale dans ses mémoires sur l'instruction publique. Et c'est vrai que c'est une façon extraordinaire de pratiquer la musique et de développer ce que vous évoquiez tout à l'heure, l'écoute de l'autre. Et ça, c'est évidemment très très important. Mais au fond, peut-être dans mon analyse, un des points les plus importants, c'est que je trouve que le système des conservatoires a beaucoup trop cherché à imiter l'enseignement scolaire. Ouais. C'est-à-dire avec cette frénésie d'évaluation, des programmes qui sont très balisés, c'est-à-dire au bout d'2 ans de tel instrument, vous devez pouvoir faire ça. Et ça, je crois que c'est à mon avis peut-être l'élément le plus important au fond, la difficulté des enfants à avoir une pratique d'amateur au sens noble et agréable du terme. Et si vous voulez, d'obliger des enfants, les 97%, ce que j'appelle les 97%, c'est-à-dire ceux qui ne seront pas professionnels, les obliger à faire certaines formes d'apprentissage très technique, je pense que c'est pas toujours une bonne façon de séduire ces enfants. Je pense que c'est beaucoup plus extraordinaire. Si on parlait du chant choral, un enfant, au bout de quelques semaines de pratique chorale, peut chanter un choral de Bach. C'est quand même autrement plus stimulant que d'être dans des exercices rébarbatifs.
Qu'est-ce que tu apportes ces moments de partage, ces moments de confession avec une audience, avec un public? C'est hyper important pour moi parce que avant, j'avais un peu honte et je vivais ces moments un peu de solitude. Jusqu'à quel âge tu avais un peu honte? Je dirais jusqu'à mes 19 ans. Et justement, dans ce passage-là, je venais d'accepter mon handicap, ma surdité, et je tombe face à cette directrice qui a peur et me montre qu'elle a peur de ma surdité. Et là, je me dis, attends, je viens de l'accepter, je viens de faire tout ce travail-là pour l'accepter. Et je lui dis que je fais que je pratique la langue des signes, que je la parle. Et elle me dit, ah non, ça va pas être possible, je peux pas te prendre, comment tu vas faire avec les clients. Et pour moi, c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'osent pas le dire au travail et qui ont du mal et qui ont peur, en fait, qui ont ce stress en plus quand ils veulent travailler. Et le fait d'en parler comme ça, il y avait beaucoup aussi de recruteurs dans cet événement, bah, ça ouvre les voies et ça montre que les jeunes, même si forcément ils ont un handicap, bah, ils peuvent aussi faire leur mission et on s'adapte à eux. Ça ouvre les yeux à certains recruteurs, à certains professionnels. Est-ce que tu as aussi permis de franchir un certain cap justement à ceux qui ont des handicaps invisibles? Bah, oui, c'est un grand cap parce que déjà le fait d'en parler, je trouve que ça ouvre la parole et ça fait en sorte que les personnes s'adaptent à eux et surtout dans le monde du travail. Donc pour moi, c'est hyper important en tout cas de partager ces messages-là pour que ça change. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein de choses qui peuvent être mises en place pour nos besoins. Et moi, alors en l'occurrence, là, ça se voit pas parce que j'ai détaché mes cheveux, mais et comme je parle comme ça, souvent ils me disent mais c'est pas possible, t'es pas sourde parce que tu signes pas, etc. Et il y a beaucoup d'enjeux quand ça ne se voit pas en plus. Alexis Sabin, vous êtes donc cofondateur d'Alvéus. Alors pour commencer, le plus simple, c'est peut-être de nous présenter en quelques mots ce qu'est Alvéus. Donc Alvéus existe depuis 2014. C'est un service de soutien scolaire différent du cours particulier, de tout ce que les familles et les adolescents peuvent connaître, dans la mesure où les élèves sont accompagnés non pas dans leur chambre, mais dans nos espaces qu'on appelle des ruches. Et ils sont accompagnés pas en cours particulier, mais individuellement au sein d'un petit groupe de 3-4 élèves par des étudiants. Le tout encadré par un responsable de ruche qui va être un vrai coach dans leur scolarité pour parler des matières dans lesquelles ils ont des difficultés, mais aussi d'orientation, de tous les petits soucis qu'ils peuvent rencontrer au quotidien à l'école. Et puis c'est joyeux, on retrouve ses copains, il y a aussi cette dimension sociale. Vous avez des bons souvenirs de vos copains, notamment au conservatoire, vous souffriez dans les mises en loge. Vous étiez un peu rebelle aussi, vous le confessez quand même. Au conservatoire de Paris, j'ai vécu des moments, beaucoup de moments très formidables en tant qu'étudiant, oui. Et quelques rébellions. Oui, parce que le système à cette époque-là, quand même assez fermé. Par exemple, on n'avait pas le droit de faire de la musique en dehors des cours. On n'avait pas le droit de faire ce qu'on appelle des cachetons, c'est-à-dire d'aller gagner 3 francs 6 sous en jouant dans un orchestre, en jouant dans un groupe de jazz, une pièce de théâtre. Il y avait une vision assez austère. Mais qui s'est prolongée longtemps. On a accueilli ici même la trompettiste Lucienne Renaud-Navarri, qui est au conservatoire, seule jeune fille, en plus elle était vraiment très jeune dans la classe de jazz, se faisait dire non, tu peux pas aller taper le bœuf avec tel ou tel musicien américain de passage à Paris parce que t'as pas le droit. Oui, il y a eu des règlements un peu académiques, un peu idiots, oui, ça de tout le temps. Mais c'est compliqué pour une école. Vous savez, le cacheton, je dis toujours, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon et le mauvais. Il y a du bon cacheton, il y a d'aller jouer, faire un bœuf avec des très bons musiciens comme ceux que vous évoquez, c'est évidemment très profitable. Et puis d'aller faire des séances avec des musiciens qui sont pas bons, ça dégrade plutôt les choses, il faut mieux éviter. Oui. Quelle est ton histoire? Alors, je suis né en 19... C'était calme. Mon histoire, moi je suis née malentendante. Et pendant 8 ans, personne ne l'avait vue. Parce qu'en fait, les médecins disaient à mes parents que je n'avais rien. Et j'ai vécu pendant 8 ans en observant les personnes. Donc j'ai développé pas mal de sens en plus. Pardon de te couper. Pendant 8 ans, les médecins t'ont dit que tu n'avais rien. Oui. Ils ont fait des tests pourtant, non? Ils n'ont pas fait le test parce que moi je suis née en an 2000 et c'était pas automatique à la naissance. Et du coup, je suis, entre guillemets, passée entre les mailles du filet. Et surtout, en an 2000, il n'y a pas si longtemps que ça, les enfants très jeunes malentendants, pour eux, c'était pas possible. En fait, il y avait très peu.
Et mes parents n'étaient pas au courant et on leur a dit que tout allait bien. Même quand ils commençaient à avoir des signes à l'école où les professeurs pensaient que j'étais insolente, par exemple, ils ont commencé à se poser des questions. Et c'est un ORL remplaçant qui a découvert ma surdité. Parce qu'ils s'étaient mis derrière moi et je ne réagissais plus. D'accord. Donc ils l'ont découvert à quel âge du coup? À l'âge de 8-9 ans? Oui, à l'âge de 8 ans. Et j'ai été appareillée tout de suite après, avec des petits appareils. Et ouais, j'ai eu un parcours d'acceptation assez difficile parce qu'en primaire, il n'y a pas ce souci d'accepter sa surdité, j'appelle ça une singularité, parce que les appareils, c'était vu comme un outil d'espionnage, très médical. Et c'est plus quand je suis arrivée au collège où là, j'ai compris un peu ce que je pouvais vivre au quotidien, le manque de sensibilisation et le harcèlement que j'ai vécu aussi au collège. Alors vous parlez de co-learning. Nous, effectivement, on a fait l'analogie avec le coworking, qui est un modèle donc plutôt associé aux startups. Qu'est-ce qui fonctionne si bien justement dans le coworking que vous avez voulu transposer, vous, à l'éducation avec vos ruches? Le fait d'être, encore une fois, dans un lieu agréable, d'être entre pairs, c'est-à-dire que les élèves qui viennent vont retrouver d'autres élèves de leur établissement ou même d'autres établissements, souvent et surtout, mais qui ont le point commun d'avoir un enjeu dans leur scolarité de progression, d'orientation. Et donc, forcément, comme ils se savent ayant des points communs, ils vont échanger plus naturellement. Et puis, il y a des tuteurs, donc ceux qui sont là pour les aider, qui vont pouvoir répondre à leurs questions. Donc, il y a un vrai coaching, comme ce qui peut se passer dans les coworking, par exemple. Et voilà pour le Zap. Un grand merci d'avoir passé cette soirée avec nous. On se retrouve demain, Shirley. Eh ben oui, on se dit avec un immense plaisir, évidemment. Et à la réalisation aujourd'hui, Xavier Sanchez, au son, Saïd Mamou, au maquillage, Emma Razafidra Lambo et Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très très belle soirée. On se retrouve évidemment demain, vous l'avez compris, avec Shirley Adélaïde, bien sûr.